dans l'immobilier. Je suis complètement d'accord. Le pourquoi, c'est parce que moi, j'ai commencé dans l'immobilier en 2013. En 2013, on était sur des taux qui étaient aux alentours des 4,80. Aujourd'hui, l'année dernière, enfin jusqu'à même il y a 2 ans, on avait retrouvé ces niveaux-là après des années un petit peu exceptionnellement basses où les taux tournaient aux alentours des 1, 1,20, 1,30 sur 25 ans. Aujourd'hui, en fonction des profils, parce que c'est aussi souvent ça, c'est pas forcément le projet qui fait le dossier, mais c'est vraiment le profil client. Comment le client, entre guillemets, gagne sa vie, comment il gère son budget. C'est aussi ça, souvent, la capacité des banques à analyser un dossier que nous, on étudie en amont et qui va permettre d'avoir des conditions immobilières hyper favorables. Et pour le coup, on a des fois des partenaires bancaires qui disent aux clients, c'est pas forcément le moment d'acheter. Et moi, je réponds souvent, le moment, c'est le vôtre, parce que c'est aujourd'hui, vous en avez besoin, vous en avez envie, et c'est tout à fait ce que vous étiez en train de dire. Ok, du coup, vous nous avez parlé de tout ce qui était prêt, etc. Mais quelle est la tendance aujourd'hui de l'immobilier? Et comme vous êtes dans le secteur, si ça peut être, si vous pouvez répondre à la question avec dans le secteur, donc quelle est la tendance actuelle immobilière? La tendance en investissement, pas en résidence principale, ça dépend vraiment du secteur dans lequel on est. Ici, à Brest, évidemment, pour investir, on va penser à un plus petit logement, type studio, T1, puisqu'il y a des étudiants, donc il y a un marché locatif. Mais effectivement, on peut aussi, ce qui est mon cas, je vise plutôt les T3, les petites maisons, parce que je vise une population plus stable. Donc c'est vraiment une stratégie patrimoniale que j'ai faite. Il y a 3 types d'investisseurs. Alexis, tu pourras confirmer. Il y a l'investisseur qui veut faire du business et donc qui prendra des petits logements très rentables, bonne rentabilité, voire du cash flow. Et puis il y a les autres, celui qui pense à sa retraite ou celui qui pense à une transmission. Et en fonction de ça, l'investisseur choisit son produit. Donc même moi, si j'habite à Brest, ville étudiante, j'ai pas de studio, j'ai pas de T1, j'ai que des T3. Donc c'est vraiment une histoire de personnalité d'investisseur. Donc un marché d'immobilier, je ne sais pas. Je suppose qu'il y a plus de copropriété à Brest, de toute façon, forcément. Donc un appartement, ce qui est plus facile d'ailleurs pour commencer un investissement, de partir là-dessus. Et je compléterai, effectivement, ça dépend aussi du budget qu'on y consacre. Comme Magali disait, un T1 studio, c'est plus facilement accessible. On a des T1, alors comme tu disais, on n'a pas forcément les niveaux d'avant Covid. Avant Covid, on pouvait trouver des appartements à 45 50 000 euros. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 80 90 000 euros minimum, à peu près sur des appartements qui sont quand même assez sympas et entre guillemets qui ne nécessitent pas énormément de travaux. Mais après, des T3, des T4, effectivement, on est sur des budgets qui sont un peu plus conséquents, des petites maisons. C'est pareil, comme tu dis, c'est plus stable. Donc forcément, la rentabilité, elle est un petit peu moins importante, mais permet de générer en fait finalement un investissement plutôt long terme, comme l'étude de Guy Ocul montrait. Ok, super. C'est plutôt long terme parce que justement, on n'est plus sur un ciblage étudiant et ça permet, on va dire, d'avoir des personnes qui vont pouvoir passer le reste de leur vie dans un T3 ou comment ça se fait que c'est plus long terme qu'un T1? Ça évite le turnover. Ouais, ok. Un étudiant, il est là pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Okay. Ce que vise peut-être Magali, c'est peut-être des familles à un peu plus long terme ou jeunes couples. Voilà. Ok, d'accord, très bien, merci. Du coup, vous savez que nous, on est étudiants. On n'est pas forcément à des revenus très élevés en alternance, surtout quand on commence. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des alternatives pour investir dans l'immobilier si on ne peut pas se permettre d'acheter un bien complet? On pense notamment au SCPI, par exemple. Ah oui, effectivement. La SCPI, effectivement, ça permet d'acheter à son budget, en fait, puisqu'on met le montant qu'on veut bien y consacrer à cet investissement. On a des parts dans une société civile. Donc, ce n'est pas concret, ce n'est pas palpable, ce n'est pas un appartement dont on ouvre la porte, mais ça a des bonnes rentabilités. Et c'est une première étape plus accessible. Effectivement, ça permet au moins de commencer par quelque chose et de le faire à son niveau. Et puis, petit à petit, step by step, on monte les étapes. Oui, c'est une bonne alternative. Est-ce que vous pouvez juste nous définir, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est une SCPI? Alors, une SCPI, en fait, c'est une société qui va, par exemple, acheter plusieurs immobiliers, souvent l'immobilier tertiaire, des bureaux parfois, ou des résidences de services, ça dépend.
Donc ils achètent un immobilier, un gros budget, et l'investisseur est associé quelque part de cet achat avec ses 50 000 euros, par exemple. Il participe à tant de pourcentage de l'investissement global et sa rentabilité sera sur son investissement à lui. Donc, et puis je dis 50 000, mais en vrai, on peut commencer à avoir une part de SCPI à 500 euros, enfin 200, 500 euros. C'est le budget pour entrer dans une SCPI et des petits budgets. Donc, si vous pouvez faire un petit effort d'épargne déjà en étant étudiant, vous pourriez déjà petit à petit acheter des parts de SCPI et puis profiter de la rentabilité de cette somme-là qui est toujours meilleure qu'un livret A. Effectivement, on a après, moi c'est surtout sur les durées de rente, enfin les durées de placement conseillées sur une SCPI, on est plutôt sur du 8-10 ans généralement. Donc effectivement, c'est plutôt sur du short terme entre guillemets, plutôt qu'un investissement locatif où on va plutôt être sur du. Après, ça dépend de la stratégie toujours, mais si on veut le conserver pour la retraite, on va être sur du long terme, quoi. Donc tu peux te dire, bah tiens, j'achète une part des SCPI ou une partie que j'augmente au fur et à mesure, que potentiellement je revends pour peut-être me faire un apport pour ma résidence principale ou pour d'autres investissements plus palpables le jour où j'aurai des revenus stables. Ça permet de faire un peu de tremplin pour le futur, quoi. Ok, merci. Du coup, la question que j'avais, c'est le moyen de se faire aussi un peu d'argent avec une SCPI. C'est, imaginons que des bureaux, comme tu disais Magali, tu prends une part de 1 000 euros. L'argent que tu touches, c'est une partie des loyers au prorata de ce que tu as mis, c'est ça ? C'est pas une partie des loyers, c'est une partie de la rentabilité. C'est-à-dire que quand la SCPI loue, elle a ses propres frais fixes de fonctionnement, de gestion, gestion locative, etc. À la fin de l'année, on fait les plus et les moins, il y a un résultat. Et c'est sur ce résultat-là qu'il y a un retour en fait, d'investissement. Ce résultat-là, il faut qu'il soit le plus positif possible. Comme ça, la rentabilité est meilleure. C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention aux SCPI dans lesquelles on se place, bien d'être accompagné sur ce sujet, puisque il y a des SCPI aussi qui n'ont pas toujours fonctionné, mais voilà, il y a des bons produits. Donc ça peut être à perte. Il y a des SCPI sur les 2-3 dernières années qui ont craché jusqu'à 40-45%. Ouais. Donc les investisseurs aussi. Et ils perdent une partie des parts qu'ils ont investies. Ouais. Ok. Un investissement, il est toujours à risque, entre guillemets. Si tu achètes une SCPI, elle peut être dévaluée. Si tu achètes un appartement, il peut être, entre guillemets, détruit par le locataire aussi. Donc ce seront des frais qui seront à ta charge. Il faut aussi être conscient de ça, du risque, même tout placement, hein. Hormis les placements réglementés, livret A, LEP, LDD, ce sont des placements qui sont réglementés d'État. Sinon, tout le reste, l'assurance vie, du PEA, du compte de titre, tout ça, ce sont des livrets qui potentiellement ont une part de risque. Très bien, merci. Pour conclure là-dessus, j'aimerais revenir sur la notion de vendre son projet dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que nous, on est souvent des étudiants qui ont des notions un petit peu de business ou un côté un petit peu entrepreneuriat. Est-ce que lorsque justement, quand on est étudiant, quand on est jeune actif, on n'a pas d'argent, enfin peu d'argent, mais qu'on peut quand même peut-être investir dans un petit appartement ou peut-être même quelque chose d'encore plus petit, je pense aux places de parking ou autre, est-ce que donc, en fait, le projet peut-il tout changer si on sait se vendre en fait au final? Tu parlais de motivation tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas voir l'investissement en immobilier comme une opportunité financière incroyable, parce qu'effectivement, ça a aussi ses inconvénients. Il faut faire le bon choix, autant en SCPI qu'en bien immobilier physique. Et donc, il faut avoir aussi cette mentalité. Je pense que faut pas, ça s'improvise pas. C'est quand même des contraintes au quotidien, un peu d'administratif, de suivi, du turnover, des contrats de location, des loyers impayés. Mais on croise les doigts, ça m'est jamais arrivé. Il faut faire les bons choix dans l'investissement et dans le locataire, on va dire. Donc, il y a c'est pas quelque chose de facile, c'est accessible. Il faut être motivé, il faut avoir un peu une âme d'investisseur. Je prends souvent comme exemple que moi je suis vraiment tombée dedans quand j'étais petite. Mes parents sont agents immobiliers, toute ma famille est dans l'immobilier, et j'ai voulu pousser certains de mes amis à le faire, investir. Ils n'avaient pas l'âme d'investisseur, donc dès qu'un locataire appelait, c'était un peu la cata, et ils étaient paniqués parce qu'il fallait changer une ampoule, je dirais. Donc il faut quand même avoir cette âme-là. Voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est un job, en fait. D'ailleurs, c'est mon job, enfin mon deuxième job, puisque pour le reste du temps, je suis formatrice. Mais par contre, je ne regrette absolument pas. C'est ce qui me permet
aujourd'hui, puisque j'ai vendu mon entreprise de vivre de mes rentes. Donc plus tard, en ayant commencé comme vous à 26 ans, ben voilà, je suis plutôt contente, satisfaite d'avoir fait ce choix-là. Donc je vous encourage à le faire. Et effectivement, j'avais une cliente qui n'achetait que des places de parking, des mobil-homes. Ça, je trouve pas ça super rentable parce qu'il y a beaucoup de charges de fonctionnement. J'ai même quelqu'un, un investisseur, qui achète des caves dans le Triangle d'Or parce que ça servait à l'époque d'archives pour certains métiers. Enfin, il y a vraiment de tout. Et moi, je fais souvent le comparatif entre les loyers que vous pouvez payer aujourd'hui en tant que locataire ou vous achetez un appartement, par exemple, à titre de résidence principale ou à locatif, mais c'est les durées après d'emprunt qui peuvent changer en fonction des établissements bancaires. Un emprunt aujourd'hui pour 85 000 euros sur 25 ans, c'est une mensualité que tu vas payer entre 400 et 450 euros. Donc globalement, tu peux déjà être propriétaire de ton appartement sur un montant de loyer que tu devrais payer en étant locataire. C'est la grande question de savoir si on achète sa RP en premier ou un investissement. Justement, par rapport à ça, moi j'ai failli acheter mon premier bien il y a 6 mois à peu près. Et en tant qu'alternant, c'était assez compliqué avec la banque d'être suivi. Et surtout que moi, c'était pour faire du locatif en fait. Donc en fait, la banque et les différentes banques que j'ai fait m'ont refusé mes prêts, premièrement parce que j'étais alternant, malgré que j'avais à peu près 30% d'apport. Et ensuite, la deuxième raison qu'ils ont refusé, c'est justement parce que je n'avais pas de résidence principale encore. Donc, est-ce que c'est un frein qui peut être fréquent ou c'est plus une excuse de la banque, des banques qui ne voulaient pas suivre parce que, comme j'avais pas de résidence principale, ils ne voulaient pas suivre pour du locatif, pour l'investissement locatif. Question fine de banque, je pense que c'est plus pour Alexis, mais ça me surprend. En première intention, ça me surprend. C'est plus la banque qui avait une politique, je pense, de... Ouais, les banques ont beaucoup de politiques où ils n'aiment pas trop parce qu'en fait, ils considèrent que peut-être un peu plus tard, tu auras envie d'aller investir sur ta résidence principale. Et donc, ils tiennent en compte un loyer potentiel futur. Donc, ton loyer de locataire aujourd'hui que tu payes, en fait, tu vas en tenir en compte en charge fixe, entre guillemets, comme si tu avais un prêt. Et donc, le fait d'avoir un investissement, tu auras une mensualité de crédit en face, avec peut-être un loyer qui sera plus important. Mais aujourd'hui, il y a toujours le ratio d'endettement des fameux 35% à respecter qui ont été diminués il y a 2-3 ans par un organisme qui s'appelle le HCSF, au Conseil de stabilité financière, qui à l'époque, quand il n'existait pas, on pouvait faire des financements jusqu'à 38, 39, tant qu'un reste à vivre était correct, qu'un endettement était entre guillemets dans la norme, qu'on arrivait finalement à financer. Aujourd'hui, moi, sur de l'alternance, c'est assez compliqué. Jusqu'à présent, moi, il y a un seul établissement que je connais qui finance des alternants, mais c'est vraiment sous condition, quoi. Ouais, parce que du coup, je pense avoir un bon dossier. Comme en fait, là, sur mes 2 dernières années d'alternance, du coup, je suis reparti habiter chez mes parents, donc pas de loyer. Donc, quasiment les 3/4 de mon salaire que je mettais de côté. Du coup, j'avais 30% d'apport quand même pour... L'apport ne fait pas tout. Oui, c'est vrai. Ok. L'apport ne fait pas tout, la gestion financière ne fait pas tout non plus. Et c'est là où après, moi, le métier, le courtier, il est là et on prend de plus en plus de parts de marché parce que c'est aussi notre job de faciliter les obtentions, de driver, entre guillemets, les clients ou les prospects sur ce type d'achat. Et c'est surtout rassurer. En fait, beaucoup de clients viennent nous voir, pas forcément pour avoir les meilleures conditions absolues, mais vraiment pour que le projet leur corresponde et qu'entre guillemets, ils se déchargent de cette charge mentale et administrative. Ok, merci. Du coup, qui dit investissement dit erreur, piège ou problème à éviter. Du coup, la question, c'est quelles sont les erreurs les plus fréquentes lors des recherches ou des visites pour un achat ? Je crois que cette question elle est facile, c'est le coup de cœur. On se laisse emballer. On visite et waouh. L'effet waouh, c'est souvent juste un coup de peinture en fait. Il ne faut vraiment pas se laisser impressionner par la déco. Le plus important, c'est le type de bâtiment, les fondations. Il faut vraiment avoir ce regard technique. Est-ce que c'est un immeuble d'avant-guerre, après-guerre, surtout à Brest, empoutrement bois, mérule. Donc l'aspect technique, il faut regarder ça comme un objet technique. D'ailleurs, j'ai un cours qui s'appelle Technique du bâtiment pour ça. Pour avoir ce regard technique sur le bâtiment et pas le coup de cœur. Moi, limite, perso, je préfère dans son jus, en mauvais état, comme ça je vois.
je vois les traces d'humidité, je vois les fissures ou les défauts majeurs. Et en plus, fiscalement, c'est très bien de faire des travaux. Ça permet de faire des déductions. Donc, vraiment de ne pas se laisser attraper par le coup de cœur. Ok, et du coup, juste par curiosité, vous pouvez me donner une fourchette du nombre de biens immobiliers que vous avez possédés du coup depuis vos 26 ans? En fait, j'ai acheté à partir de 26 ans, un tous les ans. Sauf que, comment dire, j'ai revendu pour acheter plus gros. C'est là où, vous voyez, mon premier appartement, c'est une exception celui-là parce que c'était une très bonne affaire. C'était en 96, c'était un autre temps. Et je l'ai vendu beaucoup plus cher que je ne l'ai acheté. Et ensuite, j'ai pris un petit studio que j'ai revendu avec une plus-value. J'ai acheté un petit peu plus grand, chaque année un petit peu plus en fait. C'est pour ça que l'idée de commencer petit, passer step par step, mais y aller en fait. Si on a envie d'investir, on y va. On se pose pas de questions, on prend juste le produit qui correspond au budget. Et voilà, ça révèle surtout la volonté d'investir. Et donc, je ne saurais pas dire parce que j'ai acheté, revendu, avec toujours une optique par contre en termes de stratégie. J'ai toujours pensé que je voulais vivre de mes rentes, donc j'avais une date, 50 ans, où il fallait que tout soit huilé, tout roule, et que j'arrive à mes produits idéaux. Donc je suis arrivée à mes maisons T3 maintenant, mais pas au début. Au début, j'avais des studios et des T1 en copropriété, plus accessibles financièrement. Les ponts, revente, petite plus-value, revente, petite plus-value. Donc ça évitait aussi les prêts de revente comme ça? Oh non, il y a toujours des prêts quand même. Il y a toujours un petit rajout, ça serait trop beau sinon, mais Ok. il y avait toujours. Disons que la plus-value me permettait de faire l'apport plus conséquent pour un autre achat. Oui. Ouais, voilà. Et votre banquier faisait quelle tête quand il vous voyait venir tous les ans? En famille d'agents immobiliers, hein. Donc Ah oui, il oui. avait un petit peu l'habitude, on fait tous la même chose dans la famille, donc il s'est dit ah bah voilà la fille, Ok, je très bien. dirais, mais non, il avait confiance. J'ai vraiment eu toujours très bien géré les affaires. Il y a ce côté administratif qu'il ne faut pas perdre de vue. J'ai vu des investisseurs se dire c'est chouette, ça a l'air facile, j'y vais. Pas que. Il y a aussi un suivi, Ok. une stratégie assez claire sur ce que je voulais faire. Ok. Et du coup, là, ça peut peut-être nous intéresser, même ceux qui regardent. Si, mettons, on veut acheter un bien immobilier, ça va être quoi aujourd'hui, en 2025, les étapes à suivre pour acheter un bien? Alors, au niveau des visites, on dit qu'il faut faire à peu près 6 visites pour trouver son bonheur. Je dirais que si on va au-delà des 6 visites, ça veut dire que notre recherche n'est pas ciblée, enfin pas assez, trop floue. Donc, en investissement locatif, hein, je ne parle pas pour une RP, c'est l'emplacement. L'emplacement, il reste pérenne. En achat-revente, l'emplacement reste pérenne. Donc, c'est ce qui compte. La première étape, ça va être voir un banquier pour savoir où on peut aller financièrement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Se retrouver avec un refus de prêt alors qu'on a trouvé la petite pépite, ça serait dommage. Ensuite, bien cibler ses attentes, enfin bien réfléchir à ce qu'on veut réellement. Sinon, on va s'éparpiller, surtout quand on démarre. Et le secteur toujours. Même si aujourd'hui, et depuis le Covid, les secteurs, on peut sortir de Brest plus facilement, avant moins. Maintenant, on sort un peu plus puisque le marché est plus accessible en dehors au moins de Brest, voire de la Cube. Voilà, faut cibler le secteur qui soit porteur. Si on a des studios à, je dirais, une ville, Châteauneuf-du-Fou, ça ne fera pas grand-chose en fait. On risque d'avoir un peu des logements vides. Donc, il faudra adapter le produit au secteur. Je me permets de rebondir parce que tu parlais beaucoup de l'accompagnement de la banque, mais du coup, il y a aussi d'autres solutions, notamment Alexis, tu travailles dans le milieu du courtage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence et comment une société de courtage accompagne, enfin, nous parler un peu du courtage? Alors le courtier, il est entre guillemets l'intermédiaire de l'ensemble des prestataires liés à l'immobilier. Donc on a un réseau de partenaires agents immobiliers, conseillers en gestion de patrimoine, on a le parrainage et la recommandation qui font beaucoup. Le courtier après, donc soit l'acquéreur, il va voir sa banque, comme tu disais Magali, soit il peut venir nous voir. Et pour le coup, on va lui donner nous une fourchette. Entre guillemets, moi je fais souvent 2 fourchettes. La fourchette entre guillemets seuil psychologique, la mensualité que le client ne veut pas dépasser, et le seuil coup de cœur, mais quand on va plutôt être sur la résidence principale notamment. Et pour le coup, il sait qu'il peut chercher dans cette fourchette. Et après, moi je dis souvent que j'accompagne sur vraiment 6 grandes étapes. Donc la première étape, c'est les échanges, voir vraiment si le projet il est viable, faisable, dans quelles conditions.
Ensuite, c'est quand l'acquéreur va se positionner sur un bien via une offre d'achat contre-signée d'un vendeur. C'est là que on vient monter le dossier, que nous, on met un mandat de recherche de financement. Le mandat de recherche nous permet finalement d'aller interroger systématiquement la banque client qu'on va venir mettre en concurrence avec les partenaires bancaires. Et on peut aller après, globalement, entre 10 et 15 établissements bancaires sur Brest. Ensuite, ça va être les négociations qu'on peut mener. Donc ça, c'est la troisième étape. On revoit le client, on lui refait la restitution des différentes négociations qui ont été faites. Il n'y a pas que le taux. Le taux, c'est vraiment la grande tendance, mais il n'y a pas que ça. Et ensuite, ça va être l'accompagnement au rendez-vous bancaire. Donc au moins comme ça, c'est pareil. Le client, il se laisse driver, il sait que tout est bien mené. C'est ensuite la banque qui a le dossier entre les mains et on revérifie, nous, chez Artemis Courtage, l'offre de prêt pour vérifier que tout est bien réglementairement conforme et similaire aux étapes précédentes. Et ensuite, on se met en relation avec du coup l'agent immobilier si ça vient d'un agent immobilier, ou on contacte l'agent immobilier qui fait la vente et on transmet finalement l'offre de prêt également après l'étude notaire. Donc on se met en relation avec le notaire pour vérifier que tout est bien OK, que les dates sont respectées. Quand on fait un achat immobilier, on a 2 dates hyper importantes. C'est à partir du moment où on se positionne. Il y a 60 jours pour que l'acquéreur trouve un financement et 30 jours supplémentaires pour qu'il signe ensuite chez le notaire. Donc il faut vraiment bien respecter ces 3 mois. Sinon, il peut être un petit peu embêté par l'acquéreur. Voilà. Niveau timing, quand on investit seul, est-ce que déjà tu as fait appel des courtiers ou est-ce que tu as fait toute seule? Et c'est les mêmes timings à peu près ou Ça n'existait plus peut-être long? pas au tout début. En 96, c'était pas très courant, je pense. Oui, probablement. Et puis, bon, là, c'est vraiment des formations familiales, hein, parce qu'on a tout fait nous-mêmes. Donc, étant agent immobilier, je choisis mon bien et j'avais les relations en direct avec les banques. Donc, voilà pourquoi. Mais il faut que j'essaye un courtier quand même, un de ces 4. Pour voir si on peut avoir mieux en négociation. Parce qu'il faut savoir que ça se négocie, hein, tous les frais de dossier. Et comment on fait? On négocie, on dit comment. Non, C'est mon job. je vais me faire des Du coup, plus une question pour choisir, avant de faire son choix. Est-ce que vous conseillez d'acheter d'abord sa résidence principale ou d'abord faire du locatif? C'est que c'est sûrement propre à chacun, mais pourquoi vous conseillerez? C'est une grande question. En fait, je crois que c'est... alors, j'en parlais tout à l'heure, c'est que les Français, ils veulent ils veulent accéder à la propriété. C'est vraiment, je dirais, c'est vrai que c'est dans les jeunes des Français, puisque par rapport à la Révolution française, je pourrais vous faire un cours là-dessus également. Donc, ils voudraient être primo-accédants, d'ailleurs, d'où les aides. Mais alors que la logique ou la stratégie, parce que toutes les banques, il me semble, hein, peut-être que je dis des bêtises, Alexis, mais réfléchissent pas pareil sur le loyer. Certains prennent en compte le loyer qu'on encaisse comme étant un apport finalement, et ça permet d'augmenter la capacité d'emprunt en vrai. Et moi, c'est plutôt ce profil-là que j'ai eu, c'est-à-dire que mes loyers étaient pris en compte jusqu'à 70% pour augmenter ma capacité d'emprunt. Mais ça dépend des établissements bancaires. Oui. Entre 70 et 80% effectivement des loyers perçus. Après, il va y avoir 2 notions. Soit, si le bien est déjà loué, on peut tenir compte de 100% du loyer déjà perçu, si on achète notamment où il y a un locataire en place. Mais sinon, on est entre 70 et 80 effectivement pour un bien qui n'est pas loué. Donc la logique, c'est d'acheter d'abord un investissement et ensuite sa RP. Comme ça, on a, à mon sens, une meilleure capacité. Moi, j'ai lu récemment que justement la RP, ça devenait, c'était un passif en fait. C'était même plus considéré comme un actif. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire, ah chouette, j'ai ma résidence principale, c'est bon, j'ai un actif, c'est mon patrimoine. Mais au final, avec toutes les dépenses qu'on peut avoir derrière, refaire la terrasse, revoir les volets, tout ça, en réalité, une maison, une résidence, ça va peut-être plutôt devenir un passif. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou pas avec ça? Dans la réalité, c'est pas faux, en tout cas, que c'est une charge aussi d'être propriétaire. Peut-être que les mentalités évoluent là-dessus, mais il me semble que l'objectif en soi, c'est d'abord d'être propriétaire de sa maison, alors qu'en termes de stratégie, ça serait plus logique d'être, à mon sens, propriétaire d'un investissement d'abord, si c'est notre volonté en tout cas, puisque tout le monde ne veut pas être investisseur. Je sais pas, j'ai pas conscience de ça, j'ai le sentiment que ça reste quand même un objectif en soi, donc pas une charge. Alors une charge financière, oui, pour les banquiers en tout cas,
mais parce qu'il y a un remboursement de prêt, etc. Donc ça va dans la colonne des mois. Moi, je te dirais, enfin, nous, quand on finance, chez Artemis, on est à peu près sur, je pense, 75 voire 85% des clients où c'est de la résidence principale sur un premier achat. Soit les gens ont déjà fait les démarches quand ils sont dans l'investissement sur un premier achat, soit effectivement les banques analysent pas de la même manière et ce ratio fait que soit il est favorable d'être logé par les parents ou avoir un faible loyer finalement. Ça peut être de la colocation qui vont permettre finalement pour toi de pouvoir emprunter grâce au loyer perçu que tu vas percevoir du moins. Par exemple, je sais qu'en Angleterre, on n'est jamais propriétaire réellement, contrairement à la France, puisque ça appartient toujours au gouvernement anglais. Et là-bas, il y a quand même un patrimoine immobilier beaucoup plus léger. Les gens, en fait, c'est pas leur objectif principal. Et du coup, on pourrait se dire que forcément, ils vont peut-être avoir plus d'actifs derrière. Mais au final, ils le mettent pour la plupart dans une très belle voiture parce que là-bas, contrairement à la France, le signe de réussite, c'est d'avoir une belle voiture et non pas d'avoir un bon logement. Donc après, je pense que tout est relatif aussi suivant certains pays. C'est vraiment culturel. C'est C'est vraiment ça, 1789 qui a habitué les Français à être propriétaires de la pierre, en fait. La On peur dit du que la manque. pierre est une valeur refuge en France Ouais. et c'est vraiment inscrit dans les mentalités. Et effectivement, tu cites l'Angleterre, tu as raison, mais si on regarde les pays de l'Est, à 95%, ils sont propriétaires. 5% de locataires, c'est pas du tout le même marché, mais ils ne sont pas propriétaires de la même façon parce que justement, la terre appartient à l'État et les constructions aux personnes physiques. Bon, on va pas faire un cours de droit immobilier là-dessus, mais quand même, je préfère l'investissement en France. Oui, bien sûr. Mais je disais pas que c'était nul en Ouais, France, ouais. hein, loin de Non, là. non, mais c'est une question de mentalité, vraiment. Oui, ouais. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de Français, ça se révèle avec ce que tu dis, achètent d'abord la RP. C'est inscrit, c'est En comme Asie, ça. par exemple, tu es propriétaire du terrain que tu achètes pour 100 ans. Tu peux faire bâtir ton bien, mais au bout de la 100e année, le bien il réintègre la partie de l'État. Donc finalement, il ne t'appartient plus. Ouais, Bali, Thaïlande, Vietnam, ces pays-là. En fait, c'est juste que ça nous appartient pour notre vie, mais il n'y a pas l'héritage derrière. Ok, d'accord, très bien. Et vous faites souvent aussi de l'achat de terrain ou vous en avez aussi souvent Moi, je fais tout type de prêts. Ok. On peut faire de l'investissement. Donc, tu parlais tout à l'heure SCPI, donc on a des structures qui peuvent le faire. Moi, je le fais pas en direct parce que c'est pas les banques, je veux dire, traditionnelles. On fait du terrain construction, on fait du terrain avec tiny house, on fait de la maison neuve, on fait du achat ancien avec et sans travaux en fonction souvent des zonages. Aujourd'hui, par exemple, le prêt à taux zéro n'existe pas sur Brest. Il a été éteint en 2022, si je dis pas de bêtises. Alors qu'avant, quand tu faisais des travaux sur Brest, tu avais le droit au prêt à taux zéro. Aujourd'hui, il est limité à certaines zones. Donc sur la Bretagne, tu as 3 grandes zones principalement. B1, B2, C. Brest est en zone tendue B1, il n'y a plus de prêt à taux zéro. Mais par contre, tu restes toujours éligible à certaines aides comme l'éco-prêt à taux zéro, notamment. Ok, très bien. Vous avez des stratégies financières pour rentabiliser un terrain non constructible, excepté attendre qu'il devienne constructible? Là, comme ça, non. Ok, très bien. Là-bas non plus, du coup. C'est un projet sur du long terme. Si on a un terrain constructible, on l'achète avec une stratégie. C'est toujours une histoire d'objectif quand on est dans l'investissement. À terme, on va construire. Sinon, c'est de l'argent perdu si on fait rien avec un terrain constructible. Ou attendre qu'il passe constructible. Ah, Parce ok, que là, j'avais compris qu'il était mec- constructible. Non, il est Ah non oui. constructible. Acheter Ou des terrain de champs loisirs. agricoles en croisant les doigts pour que le PLU change. C'est ça, Ok. exactement. Ou tu peux acheter des Pourquoi terrains de pas, loisirs. Par contre, si tu n'as pas jamais le droit on de a du monde à bâtir la ou de mairie. faire de fondation. Et là, tu peux faire entre guillemets, de la location un peu insolite. Tu peux mettre une Des caravane ou des mobilhomes, Ok, mais il ne faut pas avoir de fondation vraiment béton. ok, très bien. Moi, j'ai une question pour toi, Magali. Est-ce que comme tu as eu déjà plusieurs biens, est-ce que tu as déjà pris des biens, comment on appelle ça, type des bureaux par exemple, pour les retransformer derrière en logement? Est-ce que c'est déjà arrivé dans ta carrière d'investisseuse de faire la transition entre un bien professionnel et un bien pour un particulier par exemple?
Si j'avais eu l'opportunité de le faire, sans problème. En plus, j'adorerais ça. J'aime beaucoup l'ancien pour me projeter sur des volumes, la rénovation, etc. J'aime beaucoup. Je n'ai pas eu l'opportunité, tout simplement, mais j'ai cherché. Ça m'est arrivé du côté de Saint-Martin de regarder. D'autant qu'à un moment donné, il y avait une loi qui était favorable à ça, une loi fiscale qui était intéressante. C'est une bonne opportunité. Enfin, il faut que ce soit possible, mais il y avait la volonté du gouvernement, en fait, d'aider pour que des bureaux soient transformés en habitation, puisqu'il y a un manque de logement. Donc il y avait une aide là-dessus qui était plutôt sympathique, mais j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai acheté un local commercial. Ok. Ma meilleure rentabilité. Ok, pour le louer du coup. Oui, Ok. local commercial, des fois, il y a des choses intéressantes à faire. Ok. Et du coup, j'ai une question aussi justement sur tout ce qui est aide et financement. Aujourd'hui, il y a beaucoup notamment sur Brest, des logements qui sont avec des classes énergétiques qui sont très énergivores. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant d'acheter ce type de bien pour faire des travaux et avoir la possibilité d'avoir des aides de l'État? Et si oui, quel type d'aide en fait on peut avoir pour l'investissement locatif? Alors pour l'investissement locatif, il ne faut pas trop compter dessus, hein, parce qu'en général, quand on a les moyens d'avoir un financement sur un achat immobilier, c'est qu'on n'est pas dans les bonnes lignes, dans les bonnes cases. Primo-accédant davantage, ERP davantage, mais investissement non. Si ce n'est une loi qui est très bien actuellement sur ce sujet, c'est la loi de Normandie, mais je ne vais pas développer, mais c'est une loi fiscale qui permet de rénover un bien immobilier dans certains secteurs dans le Finistère, très rentable, très intéressante. Voilà, sinon des aides financières, pas vraiment, pas pour l'investissement. Enfin, il y en a quelques-unes, mais c'est pas ça qui va sauver le budget ou qui va permettre de se lancer. Ça va être la cerise sur le gâteau, je dirais, la petite chose qui manque pour... ça peut compenser l'apport personnel ou des choses comme ça, ou des livrets qui arrivent à terme, mais c'est pas l'élément clé d'un investissement. À part la loi de Normandie, en matière de loi fiscale, pour l'investissement, c'est ce que je vois de mieux. Sur les lettres énergivores, au niveau du diagnostic énergétique, il y a une étude il y a 2 ans d'un établissement bancaire qui est sorti qui mettait quelques tendances entre guillemets sur les prix, où aujourd'hui la moyenne des biens en Bretagne est D. Un bien qui est arrivé généralement à se négocier 6% moins cher. Après, c'est juste une tendance, hein. F, on était aux alentours des 13 et 18% sur G. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'établissements bancaires qui s'orientent en fait sur de l'aide pour l'acquéreur, où ils se disent tiens, il y a peut-être quelque chose à faire entre guillemets pour éthiquement parlant et au niveau de la RSE, se dire tiens, moi je finance entre guillemets un bien énergivore, donc déjà il va falloir prévoir des travaux, mais ces établissements-là aujourd'hui disent voilà, si tu achètes un logement qui est F, que tu fais gagner un certain nombre de classes énergétiques au fur et à mesure de tes investissements travaux, je vais te revaloriser ton prêt. Donc, admettons, tu as un 3,50 aujourd'hui. Si tu fais gagner une lettre, 2 lettres, 3 lettres, tu peux gagner 0,05, 0,10, 0,15 même, en fonction de cet avantage-là. Donc, c'est aussi des fois intéressant de se dire, j'achète un appartement un petit peu énergivore, je sais que je vais réaliser les travaux, donc je vais gagner mes lettres. Et donc, j'aurai un taux qui sera encore un peu plus meilleur, enfin un peu plus intéressant, meilleur plus tard. Merci. Moi, j'ai une question pour toi. Quand je m'étais fait refuser du coup par les banques pour mon premier achat, je me suis dit que j'allais peut-être passer avec un courtier pour avoir plus de chance et pour me débarrasser un peu de la charge administrative. Et du coup, il m'avait donné un pourcentage que j'allais devoir lui verser s'il arrivait à obtenir tous les prêts que j'avais besoin pour mon projet. Je voulais savoir si du coup le taux que vous proposez à un client, est-ce qu'il est fixe ou est-ce qu'il est en fonction du profil, en fonction du bien qu'il compte acheter, ou comment vous fixez en fait vos taux quand vous arrivez à acquérir les prêts pour un dossier pour une personne par exemple? Je veux dire que chaque société de courtage a ses propres conditions de règlement. Donc après là, c'est vraiment chaque organisme, il n'y a pas vraiment de règles. Donc il y a nos règles à nous chez Artemis Courtage, mais comme un concurrent aura des règles totalement différentes. Donc là, c'est vraiment au client de venir voir en agence directement. Il n'y a pas de norme. Ok, merci.
avant de laisser la parole au public pour nous poser leurs questions, on aimerait vous demander si vous avez des ressources, notamment toi qui es autodidacte, à nous partager pour aider des jeunes actifs à se lancer dans l'immobilier, peut-être pour pousser un petit peu plus loin leur réflexion après avoir vu cette conférence. Ça peut être des livres. Ouais. J'ai pas en tête la référence, je pourrais la transmettre. Ça s'appelle Investir dans l'immobilier. Je vois le bouquin, il est blanc et bleu, mais je saurais pas dire la marque. Je savais pas je pourrais le transmettre. Oui, il est bien parce qu'en fait, il balaye toutes les possibilités du vide, du meublé, avec ou sans travaux, SCPI, SCI, SARL, toutes les possibilités qui s'offrent à l'investissement, à un investisseur. Il est simple, accessible aussi, facile à aborder. Ok. Super, merci. Et toi, Alexis? Alors moi, je lis pas énormément. Par contre, je Ça peut sais être autre chose. qu'il y a un courtier qui a sorti un livre il y a 1 an ou 2 qui permet d'avoir aussi tous les conseils et tous les tips et astuces de ce financement-là. C'est des gens, enfin c'est un couple qui a des enfants qui ont commencé en bâtissant leur maison et finalement ils sont devenus influenceurs. Lui était courtier, maintenant il est investisseur et pour le coup il a son livre. Je sais plus exactement le nom du livre, mais il s'appelle Tony pour info. Donc voilà. Ok, top, merci. Des podcasts même ou des vidéos, des personnalités à suivre qui peuvent être intéressantes. Je veux dire, sur les réseaux sociaux, t'en trouves plein, tu trouves de tout. Justement, des fois, tu peux trouver tout et il y a beaucoup aussi de... Ouais, les bullshit après, moi, tout ce qui influenceurs. va être aide et tout ça, moi, je me renseigne plutôt au niveau du site des services publics. C'est vraiment le site qui est référence, entre guillemets, pour moi et qui est à jour. Après, le reste, il y a plein de règles, de normes qui changent et qui évoluent. Donc, c'est vraiment, moi, la référence quand j'ai un besoin. Ok, très bien. J'ai peut-être une ressource à vous partager, une newsletter que je suis depuis maintenant quelques mois, qui est orientée finance personnelle avec une catégorie vraiment sur l'immobilier qui vraiment brasse pas mal de sujets de l'immobilier. Et c'est très intéressant parce que je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour avoir un bon projet, effectivement, il faut avoir une bonne situation financière, donc savoir gérer son argent. Donc, je pense que ça peut être aussi une ressource qui peut vous être très utile. Et moi, de mon côté, je suis un podcast de Jérémy Nabet qui s'appelle Ça fait un bail. Il a quasiment 200 épisodes. Il sort à peu près un épisode tous les 2-3 semaines. Et pareil, il y a plein de plus-values à avoir, que ce soit dans l'investissement, pour sa résidence principale, tout ce qui est travaux, etc. Donc, si vous avez le temps, je pourrais vous conseiller quelques épisodes qui franchement étaient sympas. Merci, Goran. Je pense qu'on peut, si vous avez des questions, Complètement. n'hésitez pas. Posez-nous toutes vos questions. En ligne, je ne sais pas si... Alors en ligne, a priori, je ne vois pas de questions. Je pense qu'on a été trop clair en fait. C'est possible, c'est possible. Adeline a une question. Tout à l'heure, Magali, tu parlais d'investissement locatif. Et c'est vrai que l'idée du locatif qu'on a, c'est du particulier. Mais tu as parlé du pro. Et c'est vrai qu'on ne pense pas tout de suite au locatif pro. Et tu as dit que c'était très intéressant. Alors, tu peux nous expliquer? Déjà, la rentabilité, elle est sur 11 mois et non pas sur 10. Pour calculer le taux de rentabilité, il y a brut ou net. Et en général, je calcule sur 10 pour faire vite. Et comme avec un local, déjà, on ne paye pas la taxe foncière, donc on augmente notre rentabilité. Mais après, il faut prendre un bon axe commercial et, pour que ce soit intéressant. Mais effectivement, on a des prix beaucoup plus abordables en locaux. Pas que, hein, mais on peut avoir quelques opportunités. Puis ensuite, sentir l'évolution. Par exemple, à Brest, il y a 4 secteurs prioritaires. C'est là qu'il faut investir, puisqu'on est en train d'y arriver. C'est ce que j'ai fait. J'ai investi à Bellevue. En projection. Enfin, je savais que Bellevue allait être rénovée avec l'arrivée du tram à proximité. Donc, j'ai acheté avant tout ça, en sachant que ça allait arriver. Donc, c'est une projection. Un petit peu Toi, Alexis, je ne sais pas si tu... Non, mais après, c'est comme tu dis, hein, dans l'immobilier, il faut savoir se projeter et ne pas avoir peur. C'est surtout ça. Pas avoir peur de l'avenir. Et là, Magali, c'est un très bon exemple. Elle n'a pas eu peur de se lancer sur Bellevue, alors qu'on a plein de personnes qui disent « moi, je ne veux pas acheter à Bellevue ». C'est vraiment des a priori, tout comme entre guillemets d'autres quartiers. Mais voilà, ça peut être le bon filon au bon moment. Et voilà. Je pense que ne pas avoir peur pour être
presque le mot de la fin. En fait, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter, pas de regret. De toute façon, c'est de la pierre, au pire, on revend. Hein. C'est là où il faut se dissocier par rapport à une résidence principale. Un investissement, il faut se dire, en fait, c'est pas moi qui y habite. Enfin, si j'ai personne à l'intérieur, est-ce que je suis en capacité de régler quand même la mensualité? C'est surtout ça qu'il faut se dire. Si tu es en capacité de le faire, alors lance-toi. Si tu n'es pas en capacité de le faire et que tu dis je sais pas, abstiens-toi et attends un petit peu. Ok, merci à vous deux. Moi, je vais avoir du coup une dernière question. Est-ce que vous conseillez la SCI pour un investissement locatif, en sachant que j'ai déjà ma RP ou je ne l'ai pas encore? Est-ce que c'est vraiment essentiel de commencer avec une SCI? Gurvan, tu peux juste donner la définition d'une SCI pour que... Société civile immobilière. Et il faut être minimum 2. Voilà, je vais te laisser répondre à la question. À vrai dire, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, puisqu'au début, j'ai acheté en nom propre. Et ma SCI est venue plus tard et une SARL ensuite. Donc oui, carrément. Il faut acheter en SCI puisque ça permet d'optimiser. On peut faire plein de choses. On peut faire des comptes associés. On peut optimiser financièrement. On peut transmettre. Moi, j'ai transmis la nue propriété à mes enfants. Donc, il y a plein de choses à faire. C'est un outil fiscal, un outil patrimonial important, vraiment. Après, il y a plein de façons de la penser, la SCI, mais si on veut être investisseur, il faut faire une SCI. Ou une SARL si on fait du meublé. Après, c'est pas l'outil magique. Il y a 2 ans, 3 ans, là, quand le HCSF est rentré en place, tout le monde partait sur de la SCI. Aujourd'hui, les banques ont contourné un petit peu ce gain-là. Donc les règles ont été beaucoup plus restrictives depuis quelques mois. Mais effectivement, après, comme dit Magali, c'est vraiment la stratégie que tu vas y aborder. L'impact fiscal, tu peux en choisir 2, soit être imposé à l'IS, soit à l'IR, impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Déjà, rien que ça, c'est différent que si tu as investi en nom propre. Donc, c'est des stratégies qui sont totalement différentes et en fonction de ton évolution, il faut aussi que tu trouves quelqu'un avec qui investir et il faut, entre guillemets, bien s'entendre avec cette personne. Parce que si ton investissement, tu l'as avec cette personne-là et que finalement, tu t'entends plus, problème. Il faut que tu rachètes ses parts. Est-ce que tu as la capacité de racheter ses parts? En fait, on va retourner le problème dans tous les sens. Il y aura toujours un truc à faire. Un grand merci à tous les deux pour vos conseils. Merci également à toutes et tous de nous avoir suivis. Et vous pouvez dès à présent scanner ce QR code si vous voulez avoir accès du coup au guide du immobilier du jeune actif qui regroupe en fait quelques ressources en fait essentielles pour se lancer. Donc, vous allez avoir des liens vers des sites web notamment, des outils pour vous aider à calculer votre capacité d'emprunt et également les quelques ressources qu'on a pu partager avec vous durant la conférence. Donc voilà, donc il sera mis à jour prochainement et vous pouvez dès maintenant y accéder. Merci beaucoup. Merci.